Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alexis Marcadet, fondateur de la société Révolte. Bonjour Alexis, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour Eliane, merci pour l'invitation. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu Révolte, s'il te plaît? Alors, je suis Alexis Marcadet, je suis un des cofondateurs de Revolt et j'occupe le poste de CEO. Je suis également le CMO de l'entreprise. Et Revolt, c'est les garages pionniers de l'électrique. On est les premiers à avoir lancé un réseau de garages 100% dédié à l'électrique. On a ouvert l'atelier que vous voyez derrière moi en octobre 2022 à Nantes. Et on a aujourd'hui deux autres petits ateliers, un d'électronique et un atelier relais au nord de Paris. Celui que vous voyez est à Nantes. Et on lance en ce moment le réseau des garages branchés, qui est un abonnement pour permettre aux garages de toute la France de basculer dans l'électrique. Super. Alors, première petite interrogation, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi, j'ai toujours bossé dans les startups. Ça fait une dizaine d'années que je travaille et j'ai toujours été dans des startups. Donc, j'ai toujours voulu avoir de l'impact dans mon travail, me battre pour que la génération future ait une meilleure planète que la nôtre. Et c'est pas une mince affaire. Donc, je retourne souvent la question à mes amis à des dîners qui me disent comment tu fais. Je leur demande comment vous faites pour bosser dans une grande entreprise ou dans un secteur qui n'a pas d'impact. Moi, je ne tiendrai pas à 2 jours. Donc, pour moi, c'est un no-brainer, comme disent les startups. Il n'y a pas de débat. Je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre, en fait. Ça me paraît simple. Donc, une vocation qui est née tout jeune. Tu es issu d'une famille d'entrepreneurs. Est-ce que tu as eu des mentors? J'ai eu des mentors, pas forcément dans le cercle familial. Il y a quelques belles aventures entrepreneuriales dans la famille. Il y a une aventure entrepreneuriale qui date du 19e siècle, 1895, qui était le premier institut de beauté créé par mon arrière-grand-mère. Mon père a repris cette entreprise, donc j'ai vu à travers son aventure. Enfin, il l'a repris après qu'il y a eu un trou de plusieurs dizaines d'années, hein, au moins une génération et demie qui a sauté. Mais j'avais aussi des mentors en perso, quoi. J'ai très vite vu qu'il y avait des personnes qui arrivaient à avoir beaucoup d'impact en étant peu nombreux et que j'ai trouvé ça assez fabuleux. Donc j'ai voulu tester l'aventure. Super. Alors, tu as cofondé Révolte. C'était une évidence pour toi de t'associer ou c'est le hasard des rencontres? Comment ça s'est passé? Alors, c'est la quatrième startup dans laquelle je travaille. C'est la première où je suis dès le démarrage présent. Et encore, je suis pas encore complètement dès le démarrage. J'étais en fait en entreprise et dans une autre startup qui grossissait fort. J'ai eu une sollicitation d'un ami qui m'a dit, il y a un projet qui est fait pour toi. Donc, on s'est retrouvés à trois autour de la table. Un ancien investisseur, un directeur artistique scénographe et moi-même qui ai plutôt des fonctions marketing. Et on s'est retrouvés tous les trois autour de la table à ce moment-là. Et donc, il n'y avait même pas eu de débat parce que de toute façon, on était déjà trois. Et on a décidé d'augmenter le nombre de cofondateurs parce qu'on avait besoin de compétences techniques. Donc on est monté jusqu'à 9 cofondateurs. Voilà. Et à l'heure actuelle, on est en train de stabiliser l'équipe à 4 cofondateurs opérationnels, ce qui devrait être la bonne option pour la suite. Alors, on va parler un petit peu de Révolte, une start-up complètement innovante. C'est qui finalement tes clients? Est-ce que ce sont les garagistes? Est-ce que ce sont les possesseurs de véhicules électriques? C'est quoi le marché? Alors, on a du B2C et du B2B. Donc, on a les particuliers qui ont une voiture électrique ou hybride. Ça commence à représenter quand même quelques millions de véhicules en France. L'électrique a dépassé le million, mais si on rajoute l'hybride, il y a quand même une part des voitures, de la flotte française qui n'est plus négligeable. Et après, on travaille avec des garages depuis le premier jour. Un de mes associés travaille avec des garagistes depuis très longtemps, parce que c'est un expert électronique. Donc, on a naturellement dit à ces garagistes, ben, on sait faire de l'électronique, mais aussi de l'électrique et d'hybride. Faites appel à nous. Et là, avec le réseau, du coup, la logique de l'abonnement qu'on lance, c'est de basculer sur du revenu récurrent avec des garagistes, avec des pros, en leur apportant une valeur qu'ils n'arrivent pas à avoir eux-mêmes en propre. Alors justement, on va parler un petit peu des idées préconçues qui tournent autour des véhicules électriques. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Celle qui est particulièrement énervante parce qu'elle a été prouvée il y a quand même maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est le fait qu'une voiture électrique serait plus polluante qu'une voiture thermique. Je l'entends parfois dans la bouche d'amis très, très bien informés. Donc, on est au niveau de la théorie du complot, puisque c'est prouvé par toutes les études
quand on fait une étude sérieuse sur ce genre de sujet, on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Donc, on prend l'intégralité des gaz à effet de serre émis à la production pendant le roulage et au démantèlement d'un véhicule. Et quand on compare thermique et électrique, même avec un mix énergétique négatif, hein, donc dans un pays comme la Pologne où l'électricité est produite avec du charbon, l'électrique est quand même plus rentable, mais ça prend pas mal de kilomètres. Dans un pays comme la France, le point de bascule, c'est entre 30 000 et 50 000 kilomètres. Donc, c'est quand même quelque chose que certaines personnes font en un ou 2 ans. Donc aujourd'hui, on a vu des voitures, nous, à l'atelier, qui ont 300 000, 400 000 kilomètres. Et aux États-Unis, il y en a certaines des Tesla de taxi qui ont dépassé le million. Donc on va être sur des véhicules qui vont creuser l'écart de manière très importante si on les fait durer. D'où l'intérêt pour Revolt de, voilà, de prolonger au maximum la vie des voitures. Mais on ne la prolonge pas parce qu'il y a un problème, on la prolonge pour augmenter l'impact. Alors, comment ça se passe de façon concrète? Donc, il y a un atelier qui se situe à Nantes où je suppose qu'on peut prendre rendez-vous et déposer les véhicules, mais il y a des véhicules un petit peu partout. Donc, comment est-ce que ça se passe de façon concrète? Comme on était des pionniers et qu'on était un peu les seuls à bien s'occuper des voitures électriques quand on s'est lancé et à chercher le plus petit composant en panne pour éviter de remplacer et vraiment à réparer plutôt que remplacer, on s'est retrouvé dès le démarrage avec des voitures qui venaient de toute la France, et voire même de l'étranger. Très concrètement, quand on a un devis au-dessus des 10 000 euros, ce qui nous est malheureusement souvent arrivé entre les mains quand on voyait les devis au préalable qu'avaient eu les clients, bah, ça ne pose pas du tout de problème de transporter la voiture sur une longue distance. Le transport d'une voiture plus de vie chez Revolt, les clients gagnaient toujours, parfois même 10 000 euros, donc il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Aujourd'hui, grâce au lancement du réseau, on veut quand même réduire cette distance en proposant aux garagistes qui nous rejoignent de monter en compétence pour être capable de faire les 50, 60, 70% de pannes les plus simples et que le reste, ça vienne chez nous. Donc, en fait, il y a une partie formation des garagistes que vous effectuez également, c'est cela? C'est ça. L'offre des garages branchés, il y a 4 piliers. Il y a de la formation, de l'assistance technique, des outils pour gérer les voitures électriques, les diagnostiquer, et enfin du matériel, de la réduction à l'achat de matériel, et du coup, il y a aussi l'expertise de Revolt pour dire quel matériel est nécessaire. Alors, tout à l'heure, tu parlais de véhicules qui venaient de France, mais également de l'étranger. En fait, quel est le périmètre d'intervention de Revolt? Ben, on est des experts électriques hybrides, donc dès qu'une panne est complexe, dès que le devis est important, la distance n'existe plus vraiment. Mais aujourd'hui, on fait tout ce qui est à trait à tout ce qui touche à une expertise d'électrique hybride. Quelqu'un va pas venir chez nous s'il a une voiture hybride pour faire une vidange ou remplacer ses pneus, il n'y a pas d'intérêt. Donc on a principalement des pannes qui touchent au groupe motopropulseur, donc batterie, moteur, chargeur, ou des pannes électroniques complexes. La voiture qui est venue du plus loin, qui a fait le plus de kilomètres pour venir vous voir, est-ce que tu as une idée ou c'est une question piège que je t'ai Non, posée? c'est pas une question piège. Il y a des voitures qui ont déjà fait aller-retour 2000 kilomètres. D'accord. Mais effectivement, ça fait une belle distance. Alors, on vous trouve sur Internet, on vous trouve au travers des garages, mais comment est-ce que les gens viennent à toi le plus souvent? Est-ce que c'est la recommandation? Est-ce que c'est leur garagiste qui leur en a parlé? Comment est-ce que ça se passe? C'est le bouche-oreille le plus important canal d'acquisition pour Evolt. On a la chance d'avoir été soutenu dès le début par des associations, des forums, des particuliers. Donc, et comme les pionniers de l'électrique sont une communauté assez soudée, hein, ceux qui ont acheté une voiture électrique avant 2015, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes, en fait, ils se sont vite regroupés parce qu'ils savaient que bah, l'offre de SAV, l'offre de borne. Au démarrage, traverser la France en électrique en 2012-13, c'était un parcours du combattant, hein. Il y avait des bornes que dans les concessions, mais il fallait connaître les heures d'ouverture, savoir s'ils acceptaient ou pas que quelqu'un vienne. Donc il y avait aussi cette notion de partage de bons plans, quoi. On était un peu comme dans le guide Michelin au tout démarrage, au début du XXe siècle, où si on ne savait pas où aller prendre la borne, la station d'essence, on n'allait pas pouvoir faire son trajet en voiture thermique. On était à peu près à ce niveau-là. Donc, le bouche à oreille et cette sensation de communauté forte nous a facilité les choses. On a vite eu des personnes qui venaient voilà, par des intros d'autres personnes. Alors, s'il y a justement des utilisateurs, des possesseurs de véhicules électriques, est-ce qu'il y a un forum ou une communauté qui est un petit peu structurée de façon à ce qu'ils puissent se relier, voire des gens qui envisagent d'acheter un véhicule électrique? Alors, il commence à y avoir pas mal oui, de pages qui guident là-dessus. Le mieux, c'est d'aller voir des revendeurs de voitures électriques d'occasion, parce que c'est ceux qui, pour moi, connaissent le mieux le vrai coût d'une voiture électrique, hein, en prenant en compte aussi sa réparabilité. Nous, on a une communauté, hein, qui est présente sur Facebook et sur Discord, et bien sûr, on échange beaucoup par email avec eux. On co-construit aussi notre offre avec les retours de notre communauté.
Donc, on répond à leurs questions. Mais sur des questions très précises comme ça, liées à l'achat, il y a quand même, maintenant, il commence à y avoir pas mal de sites qui aident. En plus, même des sites de l'État qui peuvent guider dans la jungle des aides, parce que les aides sont très différentes en fonction des départements. Alors, j'imagine effectivement que ça doit être d'une grande aide quand on est un petit peu perdu et je comprends tout à fait ce que tu évoquais tout à l'heure quand tu parlais du parcours du combattant. Je me souviens des premières voitures où effectivement on se demandait à quel moment on allait pouvoir ravitailler. Alors, les prochaines étapes pour Revolt, j'aimerais bien, tu vois, on est en début d'année 2024, c'est quoi? On souhaite, du coup, on a annoncé il y a une dizaine de jours, toute fin janvier, le lancement de ce réseau des garages branchés. Donc là, on est en train de collecter un certain nombre de marques d'intérêt de garagistes de toute la France et de l'étranger. Donc là, on est en train maintenant d'affiner, d'appeler les garagistes. Je vais faire ça d'ailleurs juste après. J'ai fait ça juste avant. Je vais faire ça juste après notre échange pour comprendre leurs besoins exacts et ouvrir et créer une offre la plus en adéquation avec leurs besoins, cette offre d'abonnement à des garages branchés. Donc l'année 2024, pour nous, c'est l'année de cette expansion-là, l'année où on va avoir nos premières dizaines de garagistes qui vont nous envoyer leurs gros blocages, qui vont alimenter du coup notre R&D et qui vont profiter des outils qu'on leur met à la disposition. Donc un réseau qui grossit, qui croît par le bouche à oreille sur les utilisateurs et par un impact avec une offre qui leur est particulièrement favorable et spécifique sur les garagistes. Super. C'est ça. Sur les garagistes, on réinvente pas la poudre. En fait, on a lancé un atelier nous-mêmes, un deuxième qui était au nord de Paris, qui avait moins de matériel, moins d'outils, moins de matière grise que Carquefou. Notre premier, celui qu'on voit sur la carte derrière moi. Et donc, en fait, on a développé des outils en propre parce qu'on en avait besoin pour notre deuxième atelier. Donc, en fait, ce qu'on est en train de mettre à disposition des garagistes de toute la France, c'est des outils qu'on utilise déjà nous pour notre deuxième atelier, en fait. Donc, on est les propres testeurs de notre offre, donc on sait qu'elle est utile. Après, voilà, on a nos propres spécificités, donc on écoute en ce moment tous les garagistes pour savoir leur blocage à eux. Alors, est-ce qu'il y a un profil particulier sur les garages? Alors là, je vais m'intéresser aux garagistes parce que si tu veux faire croître le réseau, c'est peut-être le moment de lancer un appel à cette antenne. Mhm. Les garagistes qui nous intéressent le plus, c'est les garagistes indépendants. Il y en a 11 000 en France, donc c'est des personnes qui n'accèdent pas au parcours de formation d'un réseau, aux outils d'un réseau, donc qui sont particulièrement je vais pas abandonner le terme est fort, mais qui sont particulièrement mal lotis pour un grand changement comme celui que représente l'électrification de la flotte. Et nous, c'est aussi ceux avec qui on bosse déjà sur la partie électronique et sur la sous-traitance électrique qui nous appellent déjà. Donc on sait qu'on convaincra des réseaux dans un deuxième temps, pas forcément les plus gros, mais qu'on va déjà démarrer par cette masse d'entreprises, de TPE, de PME aux quatre coins de la France qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et du coup, ça va représenter un maillage très intéressant forcément pour les utilisateurs finaux qui sont les possesseurs de véhicules électriques. Alors, je C'est vais te ça. lancer un petit défi. On va monter dans ma machine à remonter le temps. Oui, je dispose d'une machine à remonter le temps et on va en ressortir. On va te rencontrer adolescent. Est-ce qu'il y a un conseil, une recommandation que tu aurais aimé donner à Alexis adolescent? Oui, de faire moins d'études. C'est quelque chose que je dis régulièrement maintenant à des entrepreneurs que je rencontre. Il y a un peu une boulimie des études. J'ai l'impression que chaque génération va faire 1 ou 2 ans d'études de plus avec des masters super spécialisés. Et en fait, la réalité, c'est que je n'ai aucune idée des diplômes qu'ont fait toutes les personnes que j'ai recrutées dans ma vie. J'ai la chance d'avoir recruté des super profils. Il y a vraiment des personnes en mission dans les startups. Il y a des dérives, mais moi, j'espère que j'ai été un bon manager et que j'ai recruté des personnes qui ont profité des moments passés à mes côtés et j'ai aucune capacité à dire quelles études ils ont fait, aucun d'entre eux. Par contre, je peux leur dire, je peux vous raconter voilà, les compétences qu'ils ont développées, leur capacité à résister à la pression, leur faculté d'adaptation, leur possibilité à bosser en petits groupes. Donc, il y a des écoles maintenant, comme l'école 42, pour ne pas la citer, qui sont très intéressantes dans leur capacité à créer des personnes qui savent bosser en mode mission, agile, mais justement, personne n'a jamais fini l'école 42. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a atteint l'avant-dernier niveau. Et donc, il n'y a aucun intérêt parce qu'on trouve du boulot avant et on avance. Et donc, je pense qu'à Alexis adolescent, je lui dirais, mais tu as beaucoup d'idées parce que je suis quelqu'un d'assez créatif, teste des choses.
Crée une des 15 idées que tu as eues ces derniers 6 mois, même adolescent, fais-le et tu verras, tu vas plus apprendre qu'en allant faire des longues études. Je crois qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui s'en rendent compte et qui se euh, confrontent, j'allais dire, à leurs à différentes envies dans différents domaines, testent plusieurs choses et puis après développent effectivement ce qu'on appelle les soft skills, ce qui leur permet d'avoir une agilité et de trouver leur voie. Trouver sa mission, c'est pas toujours évident, mais une fois qu'on l'a trouvé, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impactant. Alors, la prochaine étape, tu nous en as parlé sur Revolt. Et pour toi, de façon personnelle, parce que le parcours d'un entrepreneur, en fait, il apprend toujours. Et même si ça fait quelques années que tu es dans l'entrepreneuriat, quel est ce que tu te dis qu'il faut que tu acquières ou ce sur quoi il faut que tu te penches pour continuer à faire progresser Revolt? Alors moi, je suis un CEO par défaut, parce qu'au tout début de Revolt, quand on était trois autour de la table, c'était pas moi qui était le CEO, et l'histoire de Revolt a fait que je le suis devenu. Je pense que je suis bon dans ce rôle-là, mais j'ai quand même beaucoup à apprendre. Et donc, moi, à titre personnel, mon objectif, c'est que mes cofondateurs et l'équipe se sentent toujours aussi motivés et toujours autant en mission qu'ils le sont aujourd'hui quand on sera 2 fois plus nombreux dans quelques mois. C'est vraiment mon objectif personnel. Super. Donc, ça, un beau projet et puis c'est un projet qui porte également tes équipes forcément, puisque c'est quelque chose d'inspirant. Est-ce qu'il y a une dernière question, Alexis, que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Non, si peut-être, comment se lancer en 2024 pour si quelqu'un qui regarde cette vidéo se dit mais qu'est-ce qui me manque pour lancer? C'est des questions que j'aime bien qu'on pose parce que souvent les personnes ne se rendent pas compte à quel point c'est facile de créer en 2024 par rapport à 2010 ou même par rapport à 2005. Je suis arrivé dans l'entrepreneuriat en 2012, 2011 même, en stage, et les startups levaient 100 000 euros et 500 000 euros en série A, et c'était des moments où chaque demi-embauche devait être réfléchie sur le long terme. Et on y avait chaque outil qu'on achetait, il y avait pas la suite Google, etc. On se retrouvait avec des dépenses monstrueuses, même pour avoir 3 salariés en propre. Aujourd'hui, avec des outils comme le no-code, avec des suites Google, avec de la création d'entreprise en 3 clics, on peut vraiment, pour quelques milliers d'euros, tester une idée, aller chercher ses premiers clients et commencer à faire du chiffre d'affaires. Et ça, c'est une énorme force. Et moi, j'ai beaucoup plus de facilité à recruter quelqu'un euh, ou éventuellement investir dans un projet si je sais que la personne elle a testé 10 choses, même 3 mois chaque chose, qu'elle a appris, qu'elle a avancé, plutôt que quelqu'un qui me dit qu'il a fait 2 MBA, quoi. Ça m'intéresse moins. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Il est porteur d'espoir et j'espère que beaucoup de personnes se retrouveront et peut-être te contacteront pour avoir un peu plus ton ressenti et tes conseils. Merci beaucoup, Alexis. Merci de ton temps. Merci de nous avoir fait découvrir Revolt. Je te souhaite une très bonne journée. Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir. Merci, au revoir.